Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Les deux pôles de l'existence entre valeur et langage. Doublement entre la pure production dans les actes et leur occultation dans les signes, selon Paul Ricoeur, dans le conflit des interprétations, la question épistémologique de la diversité de pôles de réflexion, un pôle de vérité et un pôle de liberté, ce de cogito est dépassé au profit d'une problématique plus radicale, celle de l'existence. S'il demeure toujours une différence entre la conscience qui se promet et ce qu'elle se regarde, c'est que l'existence elle-même est constituée par une double relation entre une affirmation que l'institut passe sa conscience et un défaut d'être qu'atteste le sentiment de la faute, de l'échec, de la solitude. L'inégalité de l'existence à elle-même est première par rapport à la pluralité de pôles de réflexion. C'est elle qui met au centre de la philosophie de la tâche de s'approprier l'affirmation originaire à travers les signes de son activité dans le monde et dans l'histoire. C'est elle qui fait de cette philosophie une éthique, au sens fort et vaste que Spinoza a donné à ce mot, c'est-à-dire une histoire exemplaire du désir d'être, une éthique comme sphère de décision, selon le terme de Paul Ricoeur. Que devient dans cette éthique la théorie des signes, dont la double excuse se rencontre dans la théorie de motifs et de valeurs? C'est le deuxième thème qui englobe maintenant le premier. Mais s'il peut maintenant jouer ce rôle, c'est qu'il est lui-même dégagé d'une théorie préalable. Il ne se pose plus qu'une chose, le rapport que la liberté noue avec le monde au cœur de l'œuvre. En effet, ce qui suit immédiatement l'inégalité de l'existence à elle-même, c'est l'alternance entre deux mouvements, celui d'une concentration de moi à sa source et celui de son expansion dans le monde. Replacé dans le champ de cette alternance, le problème de valeur prend une signification nouvelle. Ce que la réflexion saisit, il affirme comme conscience pure de soi. Le moi, c'est l'approprie comme valeur dans la mesure même où il s'écrit et devient réellement pour soi. Autant dire que la valeur apparaît en vue de l'existence et pour l'existence quand la conscience pure de soi s'infléchit déjà vers le monde pour y devenir principe ou règle de l'action, en même temps que mesure de la satisfaction dans une conscience concrète. C'est dans ce mouvement que nous retrouvons l'oubli de l'acte dans le signe. La valeur est toujours liée à une certaine occultation du principe qui la fonde et la soutient. À cet égard, l'occultation du principe générateur de la valeur est l'expression d'une loi qui affecte toutes les manifestations de l'esprit humain. Ce que Maine de Brand dit des signes, c'est-à-dire des actes qui révélaient à la conscience, à la conscience sa puissance constitutive. Il faut le dire également de valeur. Et pourtant, cette occultation ne peut diminution au fléchissement du principe, comme dans la philosophie néo-platonicienne de l'intelligible. Le risque de la trahison est sur le chemin même de l'épreuve, hors de laquelle il ne point d'appropriation de soi. Peut-on aller plus loin que cette loi des signes? Jean Naber suggère que le glissement de prédicat de valeur courageuse généré à l'essence du courage et de la volonté, de la bonté, procède de l'oubli du caractère fondamental de l'esprit, s'affecter par ses propres créations. C'est cette affectation de soi par soi, déjà invoquée par Kant dans la deuxième édition de la critique, qui rend possible le dédoublement de mouvement générateur et de la loi intérieure de ce mouvement. Une essence née lorsque l'acte créateur se retire de ses créations, de ses rythmes d'existence intime,
offert désormais à la contemplation. L'affectation de soi par soi paraît bien être une sorte d'inertie de l'imagination productrice. Il est manifeste que l'idéalité de valeur connue n'est rien de plus que l'idéalité de création et de direction permanente née de l'imagination productrice et devenue règle d'action et d'évaluation pour la conscience individuelle. Elles sont revêtues, certes, d'une autorité qui passe le mouvement contingent de la conscience, mais seul le dédoublement de l'esprit capable tout ensemble de créer, de s'affecter soi-même par ses propres créations, donne un caractère spécieux de la transcendance des essences. Peut-être faudrait-il trouver ici la loi de tout symbole. Toute la psychanalyse nous a montré par ailleurs qu'il cache et montre qu'il exprime et déguise. Naber lui-même esquisse une généralisation semblable lorsqu'il explore le trajet inverse, du désir vers la valeur par un mouvement semblable à celui de l'ouvrage intérieur, remontant de la tendance psychologique vers le motif et l'acte. Partant donc du désir, nous dirons que tout le sens et la prétention de valeur et d'obtenir du réel et de la vie est une expression de l'intention créatrice qui passe toute expression et toute réalisation. Or, cette surélévation du désir par la valeur, c'est le passage au symbole. Des conditions de rigueur sans cesse accrues, de règles, de formes, de signes, de langage, substituer des perceptions ou des actions, des perceptions ou des actions nouvelles aux perceptions qui se faisaient dans des directions inscrites à l'instant. Chacun des systèmes de symboles produit selon cette volonté de rigueur tout d'abord comme une méthode de solution de réel qui s'offre à la conscience immédiate. Par ce double accès à la valeur, objectivation de l'acte pur et symbolisation du désir naturel, nous accédons au foyer tant cherché. Comme chez Kant, l'imagination fait le passage. C'est l'imagination qui recèle la double puissance d'exprimer, puisqu'elle symbolise les principes en le vérifiant et qu'elle élève au symbole le désir par la volonté de rigueur. De cette imagination, il faut dire qu'elle crée l'instrument, la matière de valeur, autant que la valeur elle-même. C'est dans cette imagination et dans la loi de l'affection de soi par soi qui lui appartient et qui est le temps lui-même qu'il faudrait chercher, la clé de dédoublement qui nous a occupés dans cette intervention. C'est comme dire que la création jaillit, mais c'est comme tant que ses œuvres s'est disposées en arrière de la durée et demeurent inertes, offertes au regard comme des objets à contempler ou des essences à imiter. S'il fallait résumer sur un seul titre ce jeu de manifestation et de coltation, dont le motif et dont la valeur, c'est celui-ci du phénomène qu'il faudrait préférer. Le phénomène, c'est la manifestation dans une expression saisissable d'une opération intérieure qui ne peut s'assurer de ce qu'elle est qu'en s'efforçant vers cette expression. Le phénomène est le corrélat de cette assurance de soi dans la différence à soi-même. Parce que nous ne sommes pas immédiatement en possession de nous-mêmes, mais toujours inégaux à nous-mêmes, parce que selon l'expression de l'expérience intérieure de la liberté, de Jean Naber, nous ne produisons jamais l'acte total que nous ressemblons, projetons dans l'idéal d'un choix absolu. Il nous faut sans fin nous approprier ce que nous sommes à travers l'expression multiple de notre désir d'être. Le retour du phénomène est alors fondé dans la structure même de l'affirmation originaire, comme différence et comme rapport entre la conscience pure et la conscience réelle. La loi du phénomène, c'est indivisément une loi d'expression et d'occultation. On comprend alors que le monde sensible tout entier et tous les êtres avec qui nous avons commerce
nous apparaissait parfois comme un texte à déchiffrer. Pour employer un langage que l'œuvre de Jean Naber, semble encourager parce que la réflexion n'est pas une intuition de soi par soi, elle doit être une herméneutique dont le vœu le plus profond est de voir relier le langage symbolique à la compréhension de soi. C'est dans l'idée de valeur que la convertibilité de la liberté et de la raison apparaît. L'idée de valeur offre ainsi le même caractère mixte que celle de motif. Psychologie de la liberté et psychologie de la volition. La valeur regarde à la fois du côté de la norme objective et du côté de l'adhésion contingente de la conscience. La raison ne peut fournir que de normes. C'est la synthèse de ces normes et de la liberté que donne de valeur. Il n'y a de valeur que par une adhésion contingente de la conscience aux normes d'une pensée faite par l'impersonnalité. L'objectivité de valeurs exprime la résistance de normes à notre désir. Leur subjectivité exprime le consentement sans lequel la valeur ne serait qu'une force. C'est un double visage de valeur semblable à celui du motif, dans l'occasion du même doublement, l'oubli de l'initiative qui soutient la valeur produit le même effacement de la conscience devant la vérité de l'ordre. C'est le même transfert du sujet de l'action vers le pôle d'entendement ou de raison qui donne à l'idéal son apparente extériorité. Ce transfert est loin d'être une déchéance. Grâce à lui, je peux me juger. Néanmoins, c'est une pente qu'il faut sans cesse remonter afin de délivrer la spontanéité première, de précéder les actes de la contemplation et de la fascination de l'ordre. Voilà, notre intervention est terminée. Les deux pôles de l'existence. Merci bien de votre attention. Au revoir.